Monsieur le ministre, monsieur le directeur du département des études chinoises de l'INALCO, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les professeurs, chers amis, mon cher René, donc au nom de l'INALCO, de son président Jean-François Huchet, au nom de la Fondation, je te souhaite la bienvenue chez toi, dans cette maison que tu as fréquentée longtemps avant nous. Alors nous sommes deux à t'accueillir ce soir. Nous le faisons avec Nicolas Fondraz, familier de ces lieux pour de nombreuses raisons. Certaines totalement étranges. La dernière était une conférence sur les Mandchous qui a fait fureur et qui a fait débouler le Collège de France ici. Ça fait partie de ses habitudes. Alors, nous ouvrons avec toi un nouveau cycle de conférences de la Fondation que nous avons dénommé les orientalismes chemin faisant. Alors, ce titre est un peu mystérieux et il appelle quelques explications. Alors, il trouve son inspiration dans la récente publication par 3 brillants chercheurs de l'INALCO, enfin un de l'INALCO et 2 autres de l'École normale supérieure, d'un ouvrage dont le titre est « L'orientalisme en train de se faire ». Il sera présenté ici le 18 décembre par ces 3 auteurs. Alors, de cet ouvrage, nous tirons 3 choses. La première, c'est une définition, celui du terme controversé d'orientalisme. Une définition toute simple, c'est rare venant de personnes savantes. Il s'agit de l'étude d'un espace approximatif courant des Balkans à l'Océanie à des fins à la fois érudites et pratiques. La deuxième chose, c'est une perspective. C'est celle de dépasser la géographie orientaliste, mais aussi la démonologie qui avait été initiée par l'ouvrage d'Édouard Saïd en 1978. Cet ouvrage est encore constamment cité. Je ne m'étendrai pas dessus, je dirais simplement que nous le faisons ici en toute innocence, au pied de la statue de Sylvestre de Sacy dans la cour, qui est épinglée très très méchamment par Édouard Saïd, et nous tenons bon sur nos positions. La troisième chose, c'est une proposition, c'est celle d'associer une approche savante et une approche pragmatique de la connaissance de tous nos Orients. Donc cette dualité d'approche, elle est au cœur de la proposition académique des Langues Zhou. Les cycles de conférences, masterclass et grands témoins de la Fondation se sont attachés à renouer avec elle. La première invite des universitaires de premier plan, en faisant notamment usage du tunnel souterrain qui nous relie au Collège de France. Et le second, ce sont des diplomates dits de première ligne, qui sont généralement des grandes signatures de notre établissement. Notre nouveau cycle, donc les orientalismes chemin faisant, associe ces 2 approches, en proposant 4 vues de l'orientalisme, couvrant 4 aires culturelles déterminantes pour nous. La première, c'est l'ère arabe, je devrais dire l'ère arabe et berbère. La seconde, c'est l'ère chinoise. La troisième, l'ère indienne. Et la quatrième, l'ère tibétaine. Elle s'égrène sur des exemples couvrant une période d'1 siècle et demi, allant de 1875 à aujourd'hui, 2025. La plus ancienne était la création de l'école d'Alger par René Basset, et la plus récente, la production contemporaine des enseignants-chercheurs de l'INALCO dans le domaine des études indiennes. Il ne s'agit bien sûr pas d'être exhaustif, mais par 4 sondages, de rendre le terme d'orientalisme moins univoque, et notamment par son évolution dans le temps. René, je te remercie d'ouvrir ce bal. L'idée initiale était d'évoquer tes travaux les plus récents concernant la redécouverte de Prosper Giquel, qui a contribué à la réforme technologique et éducative de la Chine au XIXe siècle. Je profite de cette occasion pour saluer son descendant Arnaud de Panafieux, qui nous honore de sa présence. Monsieur de Panafieux. En faisant un pas de plus, et l'idée en revient à Nicolas Fondraz, nous nous sommes dit que, quitte à parler d'orientalisme, nous pourrions demander à un orientaliste de parler de son orientalisme, quitte d'ailleurs à ce qu'il en récuse le terme même. En invitant René à parler de Prosper, nous invitons René à parler de René. Et je crois que le sujet ne t'a pas totalement déplu, pour être franc. Ni au public d'ailleurs, puisque nous faisons ça le comble ce soir. On ne peut imaginer, je crois, d'incarnation plus adéquate de notre propos, ni d'association plus constante que la tienne entre ce qu'est un savant et une approche savante et une approche pragmatique. Nombreux de nous savent que tu as commencé l'étude du chinois en 1963, dans ce bâtiment même, rue de Lille, auprès de Jacques Pimpano, figure mythique de l'établissement, tout en jouant un rôle central dans l'international situationniste.
et te consacrant à la production cinématographique. Tu intègres le CNRS en 1967. Tu en seras exclu, selon tes propres mots, à 2 reprises. La première pour avoir été l'éditeur des habits neufs du président Mao, de Simon Leys, en 1971. La seconde au prétexte que tu n'avais pas terminé ta thèse, mais en fait pour tes 2 films qui représenteront la France au Festival de Cannes en 1977. Le premier, Mao par lui-même, et le second, chinois, encore un effort pour être révolutionnaire, qui confronte le regard occidental aux réalités contemporaines de la Chine maoïste. En Iran, on pend 2 fois. En France, on suspend 2 fois. C'est un peu mieux. Les habits neufs du président Mao sont un véritable coup de tonnerre qui dessillera le mandarinat universitaire occidental, et je crains certains représentants de cette maison. Pierre Rickmans, donc, le vrai nom de Simon Leys, déclara publiquement qu'il n'aurait pas publié l'ouvrage sans ta persistance. Outre des contributions académiques, de préservation de films chinois rares, de diffusion de l'enseignement de la langue chinoise ou d'édition, tu as joué un rôle pionnier dans le développement des échanges culturels et industriels avec l'île de Taïwan. En fait, on pourrait dire que, ou plutôt à une autre époque, ou en d'autres lieux, on aurait dit que tu es un droguement. Cette tradition de personnes qui ont ouvert la voie en direction de la sublime porte, et dont cette maison est un des pourvoyeurs. Le pragmatique rejoint le savant, et les 2 se confondent en toi. Alors, pour présenter cette effervescence qui t'entoure, nous avons organisé la conférence de ce soir en 4 séquences. La première, une petite mise en bouche, qui est une projection de 2 séquences filmées de 4 minutes chacune, qui sont des représentantes du moment du grand dessillement. Et je vous laisserai découvrir l'odeur de la poudre en même temps que la place du cinéma dans la production intellectuelle de René. Ensuite, nous avons prévu d'avoir une séquence d'une 20aine de minutes autour de Prosper Giquel, tes plus récents travaux. Et donc, Nicolas Fondraz a accepté d'être ton sparring partner pour cette séquence. Ensuite, nous aurons une séquence sur René Viennet, tout simplement. Et dans l'ordre chronologique, elle aurait dû être la première. Mais René a insisté pour s'effacer devant Prosper. Donc, j'en serai le sparring partner, mais avec votre aide, s'il vous plaît. Et donc, c'est une session qui devrait durer un peu plus longtemps. Ensuite, nous aurons une session de questions et réponses. Alors, tout est filmé, donc surtout poser des questions qui alimentent les controverses. René adore ça, et il vit sur ça. Voilà, et nous conclurons par un cocktail dans le salon Kadjar autour de 20h. Donc, nous traverserons la cour, nous pourrons effleurer la babouche de Sylvestre de Sassy pour ceux qui le souhaitent, et il y a un peu d'alcool au premier étage, ce qui est beaucoup mieux. René, Nicolas, la parole est à vous. Bonsoir. Je suis très heureux d'être en face de vous ce soir et de pouvoir répondre à vos questions. Comme Philippe l'a dit, pour moi c'est assez émouvant de revenir dans cette école où j'ai commencé à apprendre le chinois en 1963 avec Zhang Papineau, mais je reparlerai tout à l'heure de Papineau pour répondre aux questions de Philippe. La première partie de cette soirée, c'est donc Nicolas qui va me poser quelques questions sur Prosper Giquel. En fait, Arnaud de Panafieux, qui est assis au premier rang en face de nous, aurait pu répondre encore mieux que moi à toutes ces questions. Nous travaillons ensemble depuis une 12aine d'années à développer la connaissance de Prosper Giquel, non seulement en France, mais même en Chine, puisque grâce aux archives familiales que Arnaud a retrouvées, enfin, je laisse d'abord Nicolas poser les questions. Sur le sujet, on va commencer par les films. Ah oui, c'est vrai, on commence par les films. René, quand nous avons demandé de venir ici nous parler de vous, vous avez insisté pour nous parler de Prosper Giquel. Vous avez même insisté pour commencer à parler de Prosper Giquel. Alors bon, Prosper Giquel est un personnage qui a beaucoup de facettes, hein, soldat, entrepreneur, ingénieur, diplomate, sinologue. Je me suis dit, il vous tenait beaucoup à cœur. Il y a des parallèles avec vous. Vous êtes peut-être une réincarnation du personnage. Qui était Prosper Giquel ? Alors, Prosper Giquel était un jeune breton
qui était le fils d'un inspecteur des impôts, un receveur des impôts, et qui a fait l'école navale pendant 1 an avant d'être embarqué pour une guerre dans le nord de l'Europe. Et ensuite, il s'est trouvé embarqué pour la Chine. Il faut que vous vous souveniez quand même que la France et la Chine ont été en guerre à 6 reprises en 1 siècle et demi. Et Prosper Giquel va se trouver mêlé à une des guerres les plus importantes, la seconde guerre de l'opium. Heureusement pour lui, il ne va pas être mêlé dans les troupes du général Cousin Montauban dans le sac du palais d'été dont Victor Hugo. Et est-ce que vous entendez bien? Sinon, il faut... Trop près. Alors, donc, il n'était pas avec les troupes du général Cousin Montauban qui va brûler, mettre à sac le palais d'été avec les troupes britanniques de la reine Victoria. Et il est chargé, parce qu'il parle bien anglais, d'être une sorte de secrétaire du commandement des troupes d'occupation de la ville de Canton, qui a été prise par les troupes franco-britanniques et qui vont les occuper Canton pendant à peu près 4 ans, envoyé en Inde le gouverneur de la province du Guangdong. Et il va être chargé de toutes les fonctions administratives, enfin du secrétariat des fonctions administratives, y compris la lutte contre le trafic d'esclaves, c'est-à-dire des coulis qui étaient exportés vers Cuba ou l'Amérique latine, ou vers d'autres pays du monde. Et donc il découvre la Chine et il demande assez rapidement un congé à son corps, la marine, pour apprendre le chinois. Et il va apprendre le chinois très vite, très bien. Et il va donc intégrer, toujours dans le cadre de son congé sans uniforme français, l'administration des douanes impériales chinoises, qui a été créée pour que des étrangers gèrent au mieux des intérêts de la Chine toutes les taxes portuaires. Et il va se trouver donc nommé directeur des douanes de la ville de Ningpo. Et il est à Ningpo, donc dans la région proche de Shanghai, lorsque la guerre des Taiping bouleverse complètement la Chine. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur les Taiping ce soir, vous connaissez ça aussi bien que moi. Et donc, il faut que vous entendiez quand même, dites-moi. Il est donc recruté, non pas comme le premier patron, le premier commandant du régiment franco-chinois qui va venir défendre la ville de Ningpo et d'autres villes comme Shanghai. Il succède à 2 Français qui meurent au combat, et il sera le 3e ou le 4e dirigeant du régiment franco-chinois. Il y a un 2e régiment comparable qui est dirigé par Gordon, un Britannique très célèbre qui va mourir plusieurs années après à Khartoum. Et ces 2 Européens, Gordon à la tête du régiment international chinois et Prosper Giquel à la tête du régiment franco-chinois, vont être les 2 seuls étrangers à bénéficier de la tunique dorée, en soie dorée, impériale. Je crois qu'il n'y a eu que 3 récipiendaires occidentaux à l'avoir et une dizaine de Chinois, qui était donc la distinction suprême que pouvait décerner l'empereur de Chine. Alors, cette tunique lui est décernée à cause de ses états de service pour la défense du gouvernement chinois impérial mandchou contre l'insurrection monothéiste des Taiping. Et au cours de ces aventures guerrières de défense de l'Empire chinois, il devient l'ami d'un mandarin extrêmement puissant, une sorte de Bismarck chinois qui s'appelle Zhou Zongtrang. Et cette amitié va être vraiment très forte et très sincère. Et lorsque la guerre des Taiping s'arrête, l'insurrection Taiping s'arrête, il bavarde avec Zhou Zongtrang. Zhou Zongtrang lui demande son avis sur la manière de défendre la Chine contre les 2 problèmes que lui, Zhou Zongtrang, voit comme les plus dangereux pour l'avenir du pays. À l'ouest, ce sont les musulmans dont les révoltes ont fait des dizaines de milliers de morts. Et puis, à l'est, ce sont les Japonais. Donc, c'est-à-dire que Zhou Zongtrang lui-même n'a pas l'air de considérer comme trop dangereux les Britanniques
et les Français qui viennent de brûler et de mettre à sac le palais d'été. Il est vraiment préoccupé par les Japonais. Donc, Prosper Giquel lui recommande non pas uniquement d'acheter des navires de guerre à l'Allemagne, à l'Angleterre, pour la défense des côtes chinoises, mais de construire des navires. Et il va convaincre Zhou Zongtrang, qui est donc le gouverneur des deux provinces du Guangdong et au-dessus du Jiangxi, il va convaincre Zhou Zongtrang de lancer une expérience qui est unique au monde à l'époque, c'est-à-dire qu'il va créer une université francophone dans laquelle la France ne joue aucun rôle. Hein. Je vous rassure tout de suite, contrairement à ce qui peut traîner ça ou là dans certaines publications, la France n'a pas versé un centime pour la création de cette université. Et cette université francophone, entièrement financée par la Chine, va recruter une cinquantaine de Français et d'Anglais, surtout des Français, dans deux écoles de cette université, deux sections. Une section qui est chargée du génie maritime, de la construction des navires, et l'autre de ce qu'on appelait à l'époque l'hydrographie, c'est-à-dire la conduite des navires. Et ces 50 Français, ingénieurs contremaîtres dans les ateliers, ou enseignants de mathématiques, de physique, de toutes les sciences du génie maritime et de la mer, vont réussir à former plusieurs centaines d'étudiants, uniquement en langue française et un peu en anglais, enfin même, disons, les deux équilibrés, et le niveau de français de ces étudiants va être tout à fait exceptionnel. Donc, Prosper Giquel est le fondateur de l'enseignement du français en Chine. Et quand je dis ça, je le dis avec énergie parce que il n'y a pas très longtemps, on m'a refusé de faire une conférence à Shanghai où je voulais expliquer que Prosper Giquel était le fondateur de l'enseignement du français. L'idée est encore très mal reçue, y compris par les diplomates français, quand on leur dit que c'est Prosper Giquel qui a créé l'enseignement du français en Chine. Alors, cette absence de Prosper Giquel, vous l'avez remarqué, le silence est assourdissant, comme souvent. C'est-à-dire que même, par exemple, à l'occasion du 40e anniversaire des relations diplomatiques, la reprise des relations diplomatiques entre la Chine et la France, un livre a été publié et on ne parle pas de Giquel, alors qu'il a été le Français le plus important au XIXe siècle en Chine et qu'encore aujourd'hui, il est considéré par les Chinois comme le Français le plus important. Alors, comme exemple, une petite anecdote, il y a quelques semaines, le président Xi Jinping était reçu à l'Élysée. Il a fait 3 toasts. Le premier était à la gloire de Prosper Giquel et il a levé son verre à la modernisation de la Chine qui avait été lancée par un Français. Aucun journal français n'a relevé le nom de Giquel. Aucun journal français n'a osé parler de Giquel à cette occasion. Ce qui est quelque chose quand même d'assez effarant. Alors, Giquel a joué un rôle fondamental dans la modernisation de la Chine et au point qu'aujourd'hui en Chine, il y a un musée qui fait à peu près 130 hectares, une sorte de grand parc historique, au mouillage de la pagode, c'est-à-dire dans l'estuaire du fleuve Min, en aval de Fuzhou, dans la ville de Fuzhou, le grand Fuzhou d'aujourd'hui. Et il y a là-bas des 200 employés qui servent la gloire de notre compatriote Prosper Giquel. Aucun diplomate français, pratiquement aucun, ne s'est rendu pour visiter ce musée. J'ai réussi à convaincre les consuls généraux de canton de s'y rendre une fois ou deux. Et puis, par la suite, il y a eu, par le plus grand des hasards, un ministre des Affaires étrangères français, Laurent Fabius, qui s'y est arrêté. Mais en fait, il allait inaugurer une maison de thé qui appartenait à son épouse dans la ville de Fuzhou. Donc les Chinois lui ont dit, puisque vous êtes à Fuzhou, on va en profiter pour vous montrer le musée à la gloire de votre compatriote. Fabius n'en parle pas trop, mais c'est pour des raisons qui sont liées plutôt au problème que la maison de thé familiale a eu. Ensuite, ce musée fait l'objet d'une demande d'homologation par l'UNESCO, et c'est donc, si vous voulez, une sorte de musée en plein air. Enfin, il y a un musée très moderne, de plusieurs étages, avec beaucoup d'électronique. Il y a une salle de spectacle extrêmement moderne, avec des hologrammes dans tous les sens. René, etc. je vous interromps. Un pays comme la Chine, c'est un pays un peu orwellien, où celui qui contrôle le passé contrôle le futur, et celui qui contrôle le présent contrôle le passé. Pourquoi est-ce que Xi Jinping, pourquoi est-ce que ceux qui contrôlent le présent aujourd'hui en Chine mettent-ils autant en avant que Prosper Giquel, comme vous nous l'avez fait remarquer? Alors, avant même l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, il y avait déjà quand même
beaucoup de thèses, de travaux universitaires qui étaient faits en Chine sur Prosper Giquel. Mais il est indéniable que c'est le fait que la carrière de Xi Jinping s'est créée dans la province du Fujian. Il est resté pendant une vingtaine d'années dans différentes positions, au point de finir gouverneur et secrétaire du parti pour la province du Fujian, mais auparavant il avait été le maire de la ville de Ningde, il avait fait d'autres fonctions plus modestes. Donc il est incontestablement l'homme qui a poussé la Chine à reconnaître les mérites de notre compatriote. J'ai une deuxième question, vous avez fait un deuxième constat qui est le fait qu'en France, on ne connaît pas Prosper Giquel. C'est assez paradoxal puisque vous avez cité Chinese Gordon, qui au Royaume-Uni est un véritable mythe historique. C'est un des 4 eminent Victorians de Lytton Strachey. Tous les gens cultivés en Angleterre connaissent Chinese Gordon. Personne ne connaît Prosper Giquel. Pourquoi? Là aussi, vous avez fait le constat, mais quelles sont les raisons? La raison est très simple. C'est que l'université et le chantier naval, exceptionnel, c'était plus moderne que les chantiers Maslin du Havre, qui avaient servi de modèle pour la création du chantier naval de Maui, donc en aval de Fuzhou, au mouillage de la Pagode. Là où tous les navires s'arrêtaient, l'estuaire du fleuve Min est extrêmement large. Il y avait une vasière, un petit peu comme à Tancarville, et sur une trentaine d'hectares, le musée aujourd'hui fait 130 hectares, mais à l'époque, le chantier naval et l'université occupaient une trentaine d'hectares. Sur une vasière, imaginez-vous à Tancarville, on fait venir 800 troncs de teck de 30 mètres de long pour enfoncer dans le sol, remonter le sol de 2 ou 3 mètres et créer un chantier naval qui va employer 2500 ouvriers et techniciens et pratiquement une cinquantaine d'Européens pour construire des navires. C'est-à-dire qu'entre 1866, date du démarrage de l'entreprise, jusqu'en 1873, lorsque Giquel va rentrer en France et faire une conférence à Paris devant la Société des ingénieurs civils, résumant ce qu'il a fait pendant ces années, non seulement un chantier naval et une université sont sortis de la vasière, ont formé des dizaines d'étudiants, des centaines bientôt, et les 2500 ouvriers ont appris à faire des choses que les ouvriers du Havre ou de La Rochelle faisaient couramment. Et donc, il y a 17 navires qui vont être créés donc, entre 1866 et 1873. Des navires qui sont l'équivalent des navires de l'époque, c'est-à-dire que les coques ne sont pas entièrement en métal, c'est du bois recouvert de plaques métalliques, et ce sont des navires qui sont à voile et à vapeur, c'est-à-dire que ce sont des voiliers, mais il y a une cheminée, il y a un moteur, et les moteurs sont importés de France, comme le reste de la technologie qui est importée de France, puisque Prosper Giquel, qui est resté extrêmement patriote, insiste pour que tout vienne de France. Alors, pour quelle raison est-ce que Prosper Giquel n'est pas connu en France? Eh bien, c'est parce que moins de 20 ans après cet exploit extraordinaire de création d'un chantier naval et la mise à l'eau de 17 navires modernes, eh bien, tout va être détruit par les Français, sur ordre de Jules Ferry. Et Jules Ferry, comme vous le savez, est une vache sacrée en France. C'est le père de l'instruction pour les femmes. Il a créé les écoles normales supérieures de femmes, je crois. Vous avez tous entendu sa lettre aux instituteurs, etc. Donc, Jules Ferry, qui est donc une vache sacrée en France, prend la décision, pour des raisons totalement absurdes et ineptes, de détruire cette université et de détruire ce chantier naval. Et il demande à l'amiral Courbet de le détruire. Alors, pour quelle raison est-ce qu'on en arrive là? Alors, autorisez-moi d'être un petit peu brutal, c'est parce que Jules Ferry s'est mis en tête de coloniser le Tonkin, qui n'était pas au départ véritablement l'ambition des militaires français. Les militaires français étaient contents d'avoir la Cochinchine, d'établir une sorte de protectorat sur le sud du Vietnam, mais ils n'insistaient pas tellement pour aller plus loin et plus haut, à la frontière chinoise et conquérir le Tonkin. En fait, c'est deux Français qui s'appellent Dupuis et Francis Garnier, tous les deux membres de la Société de géographie, qui, près d'ici, boulevard Saint-Germain, qui vont, à leur initiative, lancer la guerre du Tonkin, mais pour des raisons qui demanderaient également quelques heures d'explication. Très simplement, cette conquête du Tonkin est lancée véritablement à l'initiative de Dupuis et de son ami Garnier, ils sont stéphanois tous les deux, contre l'avis des militaires français.
Et c'est, si vous voyez encore la statue qui se trouve en haut du boulevard Saint-Michel, en face le vieux Crous, et en face la closerie des Lilas, avec le cœur de Francis Garnier dans le statut et quelques femmes dénudées qui sont au pied de son uniforme de marin français, n'a été reconnu comme héros de l'expansion coloniale que beaucoup plus tard. En fait, après la mort du commandant Rivière, qui va mourir au même endroit que Francis Garnier, au pont de Papier, dans la banlieue de Hanoï. Alors, Dupuy se lançait à l'assaut du fleuve Rouge, voulait remonter le Tonkin, parce qu'il était en affaire avec un gouverneur musulman du Yunnan qui voulait acheter des armes sans passer par Shanghai et sans passer par Wuhan, qui était le chemin par lequel Dupuy lui apportait ses armes précédemment. L'idée, bien évidemment, de ce gouverneur musulman du Yunnan, c'était de rendre le Yunnan indépendant de l'Empire mandchou, et il ne voulait pas trop que sa dotation en armes modernes soit trop connue et trop vue de ses collègues mandarins chinois. Alors, on arrive en 1883, le commandant Rivière, qui était déjà une personnalité littéraire à Paris, dans les salons de Madame de Caillavet, qui avait été gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, est chargé d'une opération très modeste de contrôle de la citadelle de Hanoï. Mais cette prise de contrôle se termine mal pour lui, il va avoir la tête coupée au pont de Papier. Alors, ça va donner l'occasion à Jules Ferry, qui a déjà, en fait, 6 mois avant la mort de Rivière, préparé avec une majorité pas très stable à l'Assemblée nationale, contre l'avis de Clémenceau, contre l'avis de l'extrême gauche et contre l'avis de l'extrême droite, parce que l'extrême droite n'est pas impérialiste, colonialiste. L'extrême droite veut la revanche sur l'Allemagne, elle ne souhaite pas tellement l'expansion coloniale. Par contre, les républicains opportunistes, et surtout Jules Ferry, Gambetta, sont des gens qui veulent l'expansion coloniale, que ce soit à Madagascar, en Afrique du Nord et au Tonkin. Au Tonkin, Jules Ferry a une autre raison de s'intéresser au Tonkin, c'est que son beau-frère, Bavier-Chauffour, lorgne les mines d'anthracite du Tonkin. Donc, là aussi, permettez-moi un raccourci à la hache, c'est de dire qu'une grande partie de l'explication de la conquête du Tonkin vient de ce qui avait été d'ailleurs écrit dans les journaux de l'époque par les contestataires, c'est le fait qu'un membre de la famille de Jules Ferry voulait s'emparer des mines du Tonkin. Et une fois qu'on a lancé une guerre, comme vous savez, on ne contrôle plus son développement, et Jules Ferry se retrouve dans une guerre avec la Chine d'une manière qui est tout à fait absurde, parce que les Vietnamiens ne dépendent pas vraiment de la Chine. Ils envoient des tribus à Pékin 1 an sur 2, et Pékin s'occupe pas. Il n'y a pas d'ambassade de Chine ni au Tonkin, ni même à la cour de Hué. Ce qui se passe, c'est que le nord du Tonkin est occupé par ce qu'on appelle les pavillons noirs, qui sont des brigands, d'anciens rebelles, d'anciens révolutionnaires des Taiping dont je parlais tout à l'heure, et qui ont perdu devant les troupes impériales mandchoues et qui se sont réfugiés au Vietnam, où ils mettent les hautes montagnes, ils contrôlent et ils rackettent les paysans locaux. Et donc, c'est l'intervention française qui va pousser la Chine à tirer par la manche Liu Yongfu, en vietnamien Lu Vinh Phoc, qui est le patron des pavillons noirs, et lui dire, écoute, on te pardonne ton passé insurrectionnel Taiping contre la dynastie mandchoue, et on te demande d'aider les Tonkinois à résister aux Français. Donc la guerre qui va commencer au Tonkin va ensuite s'étendre à presque toute la Chine. En tout cas, les troupes navales françaises conduites par l'amiral Courbet vont détruire le chantier naval et l'université de Fuzhou, de Maui, dans l'estuaire du fleuve Min. Et ensuite, ils vont aller plus loin. Et Jules Ferry va un petit peu freiner Courbet qui veut détruire Port-Arthur et le nord de la Chine. Il le retient un petit peu et le console en lui disant vous pourriez occuper l'île de Formose parce qu'il y a du charbon, ça pourrait être une base d'approvisionnement pour la marine française. Donc l'amiral Courbet va avoir un peu de mal à s'emparer du nord de Formose, mais il finit par s'y installer. Il prend en même temps que le nord il échoue à Tamsui, il réussit à Keelung.
Et il va s'emparer également des pescadores, les îles Pangrou, l'archipel des Pangrou. Et il va mourir d'ailleurs dans l'archipel des Pangrou au moment où une sorte de cessez-le-feu de traité est signé entre la Chine et Alors, vous pensez bien que Prosper Giquel, qui a fondé l'université Le Gentil Naval, que Jules Ferry et l'amiral Courbet ont détruit sans vraiment ni rime ni raison, il ne peut pas être bien vu en France. Donc, même les anticolonialistes staliniens qui peuplaient l'université depuis un siècle, enfin disons depuis la prise du pouvoir par les bolcheviks en Russie, vous savez que l'université française est quand même était considérablement aux mains de ces staliniens et compagnons de route. Ils ont beau être anticolonialistes, ils ont beau être réticents, ils sont quand même attachés au fondateur, un des fondateurs de l'école publique française. Donc il est hors de question de dire du mal de Jules Ferry. Donc par exemple, quand François Hollande a été élu président de la République, il est allé se prosterner devant la statue de Jules Ferry dans le jardin des Tuileries. Et donc c'est la raison pour laquelle, en fait, Prosper Giquel est non seulement mal connu, mais totalement ignoré en France. Je le répète, au point que lors du 40e anniversaire, interdit de séjour dans le livre sur les relations franco-chinoises, et lorsque Xi Jinping lance son éloge de la modernisation de la Chine lancé par Prosper Giquel, aucun journal français, il y a quelques semaines à Paris, n'a osé en parler. Nous avons quand même une chance dans cet oubli, c'est que les Chinois mettent plutôt le poids sur la destruction du palais d'Até et pas sur celui de la destruction de leur marine et de l'arsenal de Fuzhou, où nous sommes seuls et nous n'avons même pas l'excuse d'être à la traîne des Anglais. Effectivement, je vais à Fuzhou invité par le musée une fois ou deux par an pour jouer l'étranger de service, faire une petite conférence, commenter les photos que Arnaud et moi-même nous leur avons offertes. Parce que, bien sûr, à Fuzhou, il ne restait plus aucune archive sur le chantier naval et sur Prosper Giquel. Non seulement l'amiral Courbet avait détruit une grande partie de l'université et du chantier naval, mais ensuite il y a eu la guerre avec le Japon. Les Japonais ont bombardé le chantier naval. Et bien évidemment, pire encore, les gardes rouges ont brûlé absolument tout. Il ne restait plus rien, y compris par exemple le temple qui est sur les collines qui surplombait la Vasière, le temple dédié à la déesse Mazu, a été détruit par les gardes rouges. Je m'en souviens pour une raison très simple, c'est qu'une des photos trouvées dans la demeure familiale de Prosper Giquel, il y avait une photo du temple. Et donc, quand on leur a apporté cette photo, ils se sont aperçus que lorsqu'ils avaient reconstruit le temple, comme ils n'avaient pas de documents ni de photos, ils avaient fait un toit qui n'était pas du tout le bon. Donc ils ont démoli le toit pour le reconstruire au-dessus du chantier naval reconstitué, de l'université reconstituée, et il y a le temple Mazu reconstitué, avec bien évidemment une petite pique contre les gardes rouges qui avaient détruit tout ça. René, je suis gardien du temps et je dois vous demander de passer à un deuxième sujet, à votre première carrière d'iconoclaste. Avant de détruire l'image de Jules Ferry, vous avez détruit celle de Mao en France et des maoïstes. Si vous pouviez nous parler de votre parcours. Alors, juste avant que j'oublie, comme je n'ai pas préparé de PowerPoint, je ne voulais pas faire un discours pédagogique, scolaire, etc. Néanmoins, pour ceux d'entre vous qui voudraient des images, qui voudraient des documents d'archives, qui ont été scannés aux archives de Vincennes ou du Quai d'Orsay, etc., j'enverrai à tous les gens qui se sont inscrits et qui ont laissé leur adresse email un certain nombre, une vingtaine de liens web qui permettront de gratter, de grappiller, d'aller lire des choses amusantes ou intéressantes, de voir des photos, etc. Alors, je crois que maintenant, pour la deuxième manche, c'est à moi d'être ton sparring partner. Il faut qu'on s'y mette à deux pour tenir René. Il faut être au moins deux. Dans le choral. Et on a besoin de toute l'assistance, je pense. Alors, écoutez, René, moi, ma première question à propos de toi-même. Tu viens du Havre à Paris en 1963 pour faire du chinois. Mais quelle drôle d'idée! Comment est-ce que ça te tombe dessus? Alors, je ne voulais pas apprendre le chinois. J'étais au Havre, qui était à l'époque la carte scolaire,
interdisait aux petits Havrais d'aller étudier ailleurs qu'à Caen et à Rouen, sauf si c'était pour des études qu'on ne pouvait faire qu'à Paris. Bien évidemment, j'avais envie de monter à Paris et je voulais faire l'IDEC, l'école de cinéma, qui était ma passion, parce que ma scolarité au lycée du Havre avait été assez pénible et ma seule consolation était le ciné-club. Donc j'étais fanatique des films que je regardais 4-5 fois par semaine au ciné-club et je voulais faire du cinéma à Paris. Mais l'IDEC nécessitait une année préparatoire au lycée Voltaire qui ne m'amusait pas du tout. Donc je me suis retrouvé le nez au vent, rue de Lille, regarder sur l'affiche quels étaient les cours que l'on pouvait faire pour que je puisse m'inscrire à Paris. Et le doigt mouillé, les cours de chinois. Donc, c'est comme Jacques Lacan qui a fait du chinois pour s'inscrire au Crous, grosso modo. Bon. Tout s'explique. Mais la surprise, ça a été, dans cet amphithéâtre qui ne ressemblait pas à celui où vous êtes assis aujourd'hui, c'est que le cours était assuré par Jacques Pimpano, qui était un type absolument extraordinaire. Alors, j'ai cru comprendre que les ciné-clubs que tu suivais à Paris étaient du côté de Pigalle. Est-ce que c'est exact ? De Strasbourg-Saint-Denis, à mi-temps, et l'autre moitié du temps, c'était la Cinémathèque française, qui était à l'époque rue d'Ulm. C'est mieux. Mais Strasbourg-Saint-Denis, il y avait des films extraordinaires. Il y avait Cochon et bateau de guerre, qui était un film... Enfin, si on parle de cinéma, ça va prendre trop de temps. Ah oui ? Bon, tu te censures toi-même, ça m'étonne. Bon. Alors maintenant, si tu veux bien, on va se déporter en 1971. Et comment se fait-il que, alors que tu es ici, tout à coup, c'est toi qui vois ce qui se passe en Chine, qui comprends ce qui se passe en Chine, alors que nous avons une collection de savants, de sinologues, qui, eux, auraient dû savoir tout ça avant toi. Comment ça se passe, ce genre de choses ? Alors, la réponse est simple, c'est que j'ai commencé le chinois en 63, première année ici, au Langzhou, rue de Lille, et en 64, la France va être le 37e pays au monde à reconnaître la Chine. Non pas le premier. Non pas le premier, bien sûr, le 7e ou 8e en Europe et le 37e au monde. Et l'arrivée d'une ambassade à Paris fait que, en 1964, une cinquantaine d'élèves des Langzhou, notre promotion devait avoir 60-70 étudiants, on leur offre de partir en Chine pour 2 ans, soit comme étudiants, soit comme prof de français, enseignant de français. Donc j'ai sauté sur l'occasion j'avais 20 ans à l'époque, et j'ai sauté sur l'occasion de pouvoir partir en Chine pour 2 ans. Et ça suffit pour comprendre ce qui se passe parce que, alors, oui, parce que pour des personnes qui étaient en 78 ou 79, donc beaucoup plus tard, eh bien, nous ne comprenions absolument rien à ce qui se passait en Chine. Donc j'arrive en Chine au mois d'octobre 64. Oui, c'est ça, 64. Donc il faudra préciser un peu les événements. Enfin, au début du mois d'octobre 64, à Pékin, jour faste sur la place Tiananmen, l'anniversaire d'Enver Hoxha, la chute de Khrouchtchev et la première bombe atomique chinoise. Donc j'ai pu voir, et puis on a eu bien sûr et l'arrivée de René Viennet. Mais j'étais pas seul. Et on assiste à une première de l'Orient Rouge. Et quand on voit l'Orient Rouge, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça ne peut déterminer qu'une soumission totale à la bureaucratie maoïste ou un esprit de révolte incommensurable. Alors, j'ai pris mon parti d'anti-maoïste, mais je l'étais déjà un peu avant de partir, hein. Je n'étais pas niais, puisque, comme tu l'as dit, je suis né dans une famille de dockers au Havre, donc je n'avais aucune illusion ni sur le stalinisme, ni sur les groupuscules. J'avais quand même une éducation normale d'une famille de dockers plutôt anarchistes. Et donc, j'arrive à Pékin et on nous glisse dans le Yuepingwan, l'hôtel qui avait été construit par les soviétiques pour les soviétiques, où il y avait 3000 étrangers qui se battaient sur des problèmes de doctrine maoïste, etc. Et bien évidemment, je dis que je ne veux pas rester dans cet établissement, je veux aller tout de suite dans l'université où je vais enseigner le français. On a dit non, interdiction formelle de quitter Yuepingwan, ce qui n'était pas du tout ce que nous avait dit l'ambassade avant notre départ. Et donc, j'ai proposé de repartir le soir même.
Finalement, il y a eu un accord. Un de mes condisciples voulait rester à Pékin parce qu'il draguait une jeune femme qui avait son poste à Pékin. Et il m'a dit, je suis nommé à Nankin, si tu veux, on fait un swap. Tu vas à Nankin et moi, je reste à ta place à Pékin. J'ai accepté et donc je me suis retrouvé à l'université de Nankin, qui était extrêmement plus facile, cordial et intéressant que tout emplacement à Pékin. Mais on n'était qu'une dizaine d'étrangers pour enseigner les langues étrangères dans l'université. Mais on ne nous a pas logés non plus dans l'université avec les étudiants, ni même avec les jeunes professeurs. On nous a fait patienter, et puis j'ai commencé à faire des cours pour les troisième années, qui avaient mon âge, 20 ans, jusqu'au moment où on m'a interdit d'utiliser les documents, les matériaux pédagogiques que j'utilisais dans l'intérêt de mes élèves, qui étaient des coupures de presse et des éléments extrêmement... On m'a dit, non, à partir de la semaine prochaine, ce sera les œuvres du président Mao traduites en français. Alors, j'ai refusé. On m'a dit, mais tu ne peux pas refuser. Et je dis, si, je refuse. Donc, si vous insistez, je fais grève. On m'a dit, non, le mot grève est interdit. En Chine, ça n'existe pas, etc. Donc, le lendemain, j'étais en classe et au tableau vert, j'ai écrit la grève et j'ai fait un cours sur la grève en disant à mes étudiants que c'était mon dernier jour de cours et que, malgré le regret que j'avais de les abandonner, parce qu'il y en avait quelques-uns qui étaient sympathiques, eh bien, je faisais grève et que je demandais mon retour en France. Alors, ça a duré 3 mois et au bout de 3 mois, on m'a donné mon billet pour revenir, non plus en avion, mais en train, ce qui fait que je suis rentré en France 1 an et demi avant mes condisciples. Et les quelques mois que j'ai passés à Nankin ont conforté, bien évidemment, la mauvaise opinion que j'avais du maoïsme. Voilà, ça c'est pour les aspects contingents de mon propre itinéraire. Donc tu as cherché la vérité à partir des faits avant des personnes plus connues. Ouais. Alors, en arrivant à Paris, il fallait que je paye mon loyer. J'ai été chez Gallimard, je n'étais pas le seul, proposer qu'on me donne des séries noires à traduire. On m'a dit, il y en a déjà une liste d'attente de 300 personnes, mais monter à l'étage au-dessus, donc vous voyez rue Sébastien-Bottin, pas loin d'ici, donc rue de Lille, rue Sébastien-Bottin, c'était facile de faire le trajet. Et donc on m'a envoyé au premier étage voir Pierre Nora, qui venait de s'installer chez Gallimard, qui était chargé de l'histoire et des sciences humaines. Donc, le dialogue a été rapide. Il m'a dit, quel bouquin vous proposez en chinois? Je dis, non, je n'ai pas le niveau pour traduire du chinois. Quel bouquin vous voulez traduire de l'anglais? Je dis, je viens de lire dans la bibliothèque du général Guillermaz, qui était installé à l'époque boulevard Saint-Michel, en face de la statue de Francis Garnier, dont je parlais tout à l'heure. Il y avait une petite bibliothèque extrêmement sympathique, où le général Guillermaz recevait très cordialement les étudiants qui avaient envie de causer avec lui et de causer de l'histoire chinoise. Et sa bibliothèque était très, très intéressante. Donc j'ai trouvé là-dedans plusieurs ouvrages, dont le livre de Harold Isaacs, La tragédie de la Révolution chinoise, qui est un livre écrit à l'époque par un intellectuel américain trotskiste, copain des trotskistes chinois, et donc copain de Lu Xun à Shanghai. Et donc, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi c'est important. Isaacs a donc créé une revue qui s'appelait China Forum, qui luttait contre le Kuomintang et en faveur du mouvement communiste chinois, qui était partagé entre, on est dans les années 30, entre les staliniens bontins qui suivaient Pékin, et puis quelques minoritaires qui étaient des trotskistes ou des anti-staliniens d'une autre nuance. Et donc, il a écrit, avec l'aide d'un des fondateurs du Parti communiste chinois, qui s'appelle Liu Zhenxing, ce livre, qui était très important, en tout cas qui l'a été pour moi, La tragédie de la Révolution chinoise. Donc, je traduis, élève de 2e année des Langzhou, j'ai quitté la Chine quand j'avais 21 ans. Donc, je traduis le livre d'Isaacs, et à ce moment-là, à mi-course, Pierre Nora m'appelle en me disant je suis désolé, mais on va peut-être être obligé d'interrompre ton travail de traduction parce que le grand spécialiste de l'histoire chinoise, qui s'appelle Jean Chénaud, demande qu'on ne publie pas ce livre. Alors, de quel droit il me retire le pain de la bouche? Il me dit, mais tu ne connais pas Jean Chénaud, c'est une personnalité éminente de l'université française. D'abord, c'était le secrétaire général de la paroisse étudiante, puis il est devenu stalinien, puis il est devenu maoïste, et c'est lui qui contrôle les études chinoises en France.
Alors, je ne le savais pas à l'époque. Et donc, j'étais dans la traduction, j'avais acheté un arabe, c'est une vieille machine à écrire. Et j'ai donc été écouter un des cours de Chéneau, qui n'enseignait pas au Langzhou, mais à la Sorbonne. Et là, c'était épouvantable. C'est-à-dire des caractères chinois écrits n'importe comment au tableau, et un discours stalinien, mais comme dans une cellule du parti à Billancourt. Alors, à la fin du cours, je me suis adressé à lui, j'étais le voir à l'estrade, et je lui ai dit, je crois que vous avez fait une erreur, vous avez essayé de me retirer le pain de la bouche, alors tenez-le vous pour dit, ce livre va paraître, non seulement il va paraître, mais je le publierai en chinois. Vous voyez l'arrogance et la prétention d'un élève de chinois de 2e année. C'est les Langzhou, ça. C'est les Langzhou, il n'y a pas d'autres. Je vais, malgré tout, on est en 66 à ce moment-là, je vais malgré tout, quelques années après, publier également Isaacs en chinois. Donc le livre va paraître en français chez Gallimard, et ensuite, en 1974, je le publierai en chinois à Hong Kong. René, une autre question maintenant. Comment es-tu tombé dans la marmite du situationnisme? Alors, une raison très simple, c'est que je suis entré chez les situs par les femmes, parce que lorsque j'étais élève en classe de seconde, ma première petite amie était la sœur de Michel Bernstein, qui était la femme de Guy Debord, qui était le fondateur de ce mouvement contestataire anti-stalinien, anti-trotskiste, anti-maoïste, anti-guévariste, enfin anti-tout, mais surtout anti-totalitaire. Et donc, quand j'étais en seconde, il n'y a pas de secret, j'ai lu l'International situationniste, il y avait une petite annonce à la fin disant « Nous cherchons jeunes gens beaux et intelligents ». Donc j'ai écrit une carte postale en disant « Je suis beau, je suis intelligent, faisons connaissance ». Alors, j'ai pu rencontrer Bernstein et Debord, on a sympathisé, et par la suite, quand je suis arrivé, j'étais à l'époque en classe de première, quand j'ai fait ma terminale au Havre et que je suis venu à Paris, on a développé des relations plus étroites. Et c'est comme ça que j'ai rejoint ce groupe qui était minuscule. Il y avait 10 personnes à travers le monde. Donc je pose la question à une personne belle et intelligente. Entre-temps, j'avais changé de petit ami. Ah oui. Voilà. Bon, donc toi, si je comprends bien, tu es devenu situationniste par alliance. Par les femmes. Et ensuite, donc, est-ce que tu es devenu anti-maoïste par situationnisme, ou est-ce que tu es devenu situationniste, tu as alimenté l'anti-maoïsme? Non, je répète, ce qui est à l'origine on peut dire, de mon tempérament ou de mes pulsions, c'est le fait que lorsque j'étais en cours moyen première année, le directeur de l'école primaire où j'étais, voyant que mon père était docker, m'avait mis dans la section des gens qui allaient au certificat d'études et qui n'iraient pas au lycée et qui donc ne passeraient pas l'examen d'entrée en 6e. Un instituteur extrêmement sympathique qui s'occupait de moi en CM1 m'a dit « C'est injuste, tu vas présenter le concours de l'examen d'entrée en 6e en candidat libre ». Donc, je me suis préparé avec lui pendant 3 heures de cours particuliers. Il m'a donné la recette. Il m'a dit « Si tu écoutes ce que je te dis, tu réussiras tous tes examens ». Alors, j'ai passé l'examen d'entrée en 6e et j'ai été reçu en candidat libre. Je ne passe plus d'examen, mais je veux bien la recette quand même. Donc, j'ai été reçu premier de l'académie Caen et Rouen à l'examen d'entrée en 6e, ce qui était à l'époque pour moi et pour ma mère et mon père était comme si j'avais été reçu major à l'école polytechnique. Et donc, je suis rentré au lycée du Havre avec des culottes courtes et des chemises rapiécées dans une classe où il y avait plutôt des petits bourgeois qui avaient des pantalons longs et des chemises bien repassées. Donc, cette scolarité a été extrêmement compliquée. J'ai été mis à la porte du lycée du Havre 2 ou 3 fois. Toujours, et j'ai retrouvé mon carnet scolaire, à la mort de mes parents, dans un tiroir ou une pile de draps. Il y avait écrit « Élève insupportable, n'arrête pas de poser des questions ». Bien évidemment, moi, je rêve que mes enfants n'arrêtent pas de poser des questions. Toujours est-il que mes mauvaises relations avec l'établissement, le lycée du Havre, ont joué autant que la tradition anarcho-syndicaliste des dockers du Havre pour me dégoûter, avoir un sens précoce, je dirais, de la détestation
du stalinisme et des choses totalitaires. Donc c'était facile pour moi de retrouver en classe de seconde, alors non pas la jeune fille dont je parlais tout à l'heure, qui était ma première petite amie, mais un de mes condisciples qui était plus âgé, m'avait passé la philosophie dans le boudoir. Donc vous reconnaissez maintenant l'origine du titre. Chinois, encore un effort pour être révolutionnaire, puisque c'est en classe de seconde que j'ai lu Français, encore un effort pour être républicain du Marquis de Sade. Tout c'est clair. Alors, écoute. Ensuite, en Chine, bien évidemment, ça a confirmé mes options anti-totalitaires. Alors maintenant, étape suivante, comment est-ce que Pierre Ryckmans s'est dévoilé à toi, ou comment as-tu inventé Simon Leys finalement? Alors, on va faire un petit saut rapide. Donc, je commence mes études de chinois en 63. Pimpano est le prof qui vient de prendre ses fonctions ici au Langzhou. Il enseigne le chinois avec une efficacité redoutable et prodigieuse, qui fait que, bien que n'étant pas le plus assidu des élèves, ni même le meilleur des élèves du tout en m'occupant de contestations par ailleurs et en allant beaucoup au cinéma, j'ai appris un minimum de chinois grâce à lui. La publication du livre d'Isaacs m'a un petit peu propulsé dans l'université. J'ai, chez Gallimard, fait l'édition du livre de Maspero sur le taoïsme, puis du livre de Balach, La bureaucratie céleste. Bref, je me suis retrouvé dans les starting blocks sans l'avoir véritablement calculé. Et on est arrivé en 69 où il y a eu un déversement de fonds publics dans l'université française. Donc la section de chinois à Censier a bénéficié de budgets considérables qui ont permis de recruter une trentaine de jeunes enseignants. Plusieurs étaient mes condisciples au Langzhou, qui rentraient de Chine. Il y avait à l'époque une bonne ambiance. Et donc, je me suis attaché, alors que je n'avais pas vraiment ni les titres ni toutes les compétences, à structurer la section de chinois de ce qui est devenu Paris 7, à Censier d'abord, à Juchy ensuite. Je suis rentré au CNRS d'une manière assez logique parce que j'avais accumulé quand même beaucoup de publications. J'avais édité des catalogues pour les bibliothèques nationales, pour les Langzhou. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses pratiques utiles. Je faisais un petit cours d'histoire de la Chine, etc. Donc je suis rentré au CNRS sans trop le demander. J'ai fêté, comme tous les attachés de recherche au CNRS, ma nomination au grade d'attaché en faisant le tour du monde. Et donc, je me suis rendu à Hong Kong et à Taïwan. Et à Hong Kong, Pimpano m'avait précédé comme prof à l'université de Hong Kong. Donc, j'ai habité chez lui pendant 3 mois. Et j'ai donc découvert Hong Kong en habitant chez Pimpano pendant 3 mois. En découvrant Hong Kong, j'ai découvert le cinéma chinois. J'ai fait connaissance de scénaristes, de metteurs en scène, d'actrices, jeunes et moins jeunes. En particulier Pai Guang, qui était une très grande amie et qui était une sorte d'Édith Piaf déchue, en retraite et un peu malheureuse, et avec qui j'ai beaucoup sympathisé. Et j'ai commencé à réunir des films de Hong Kong et des films chinois anciens. J'en ai ramené à peu près 300 à Paris, films chinois anciens, c'est-à-dire l'équivalent chinois, si vous voulez, de La Règle du jeu ou des Enfants du paradis. J'ai ramené tout ça à Paris. Et puis, j'ai fait plein de choses. Et donc, j'ai fait la connaissance, chez Pimpano, à table, de 2 de ses amis. Henri Vetch, qui était l'extraordinaire légende de l'édition chinoise. Il avait été éditeur à Pékin. Il était devenu patron des éditions de l'Université de Hong Kong. Et j'ai rencontré Pierre Ryckmans, dont Pimpano m'a dit « Sois prudent avec lui, ne commence pas par dire du mal du pape et du Vatican. Il est très catholique, il est très pieux, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire. » Donc, on a commencé à faire connaissance chez Jacques Pimpano. On est devenus très amis. On a parlé des sujets qui nous intéressaient, donc c'est-à-dire la Chine. Vous connaissez la vie maintenant parce qu'il est devenu extrêmement célèbre et ses livres sont tous des best-sellers. Donc, Pierre Ryckmans était non pas employé, il avait plutôt un petit boulot de vacataire au consulat de Belgique pour suivre la presse chinoise et rédiger des comptes rendus de presse pour le consul de Belgique à Hong Kong. Et au moment où il a été
recruté pour un poste en Australie, son premier emploi d'enseignant en Australie par un grand sinologue chinois qui résidait à Canberra. On a déjeuné chez lui, il a sorti sous son évier un cajot, vraiment un cajot, dans lequel il y avait des carbones, des photocopies, des choses manuscrites, et il m'a dit « Je vous fais cadeau de tout ça, c'est l'histoire de ce qu'on vient de vivre, la révolution culturelle, depuis 1966 jusqu'en 1969. Vous voyez, 3 années. » Alors, j'ai jeté un coup d'œil en prenant le café chez lui là-dessus, et je lui ai dit, bien évidemment, je refuse ce cadeau, c'est vous qui allez écrire vous-même le livre qui est indispensable pour expliquer aux Français ce qu'est la révolution culturelle, qui n'est bien sûr pas une révolution et pas culturelle du tout. Alors, je l'ai un peu forcé, et il en a été très reconnaissant, puisque tout en lui arrachant chapitre après chapitre la mise au propre dactylographiée de ce qu'il avait de sa très belle écriture rédigée à la main, j'ai pu avoir les 3-4 premiers chapitres des Ébis Neufs du président Mao. Je les ai portés sur la recommandation de Pierre Nora et de Guy Debord à Jean-François Revel. Et Revel, comme vous le savez, comme le sait très bien Pierre Bonsen et Henri Estier qui sont dans la salle et qui prennent la défense en ce moment de Revel lorsqu'il est attaqué de manière sournoise et absolument dégueulasse par Libération. Enfin, on ne va pas revenir là-dessus ce soir, mais donc Pierre et Henri Estier ont fait ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire prendre la défense de Revel qui est attaqué. Je rencontre Revel qui m'invite à déjeuner et à boire, et malheureusement nous buvons beaucoup ensemble, et on a eu une querelle d'ivrogne. Donc j'ai quitté le repas juste avant le dessert, après le fromage, à propos de Jean-Jacques Servan-Schreiber, parce qu'il ne tarissait pas d'éloges sur Jean-Jacques Servan-Schreiber. J'ai dit, écoutez, on parle de choses sérieuses. Bon. Alors, on s'est fâché bêtement, très très bêtement, et on ne s'est pas revus pendant 3-4 ans. Là-dessus, je me suis retrouvé un petit peu ennuyé, parce que j'avais le livre de Pierre à publier. Oui, la raison pour laquelle je ne pouvais pas le publier chez Gallimard, c'est qu'en mai 68, on s'était fâché avec le fils Gallimard, qui est l'actuel patron Antoine. Donc, je ne pouvais pas l'apporter chez Gallimard. Pour quelle raison t'étais-tu fâché avec lui? Est-ce qu'il faut une raison ou pas d'ailleurs? Non, c'était, je ne sais plus, une histoire de corne-cul. Enfin bon. Et donc, j'étais très content de rencontrer Revel, parce qu'il était l'éditeur chez Pauvert de la collection Liberté. Il était chez Lafon, c'était un grand éditeur. Et puis c'est un homme sympathique, dont le livre Le pourquoi des philosophes m'avait beaucoup plu, etc. Et donc, je retourne voir Pierre Nora et je lui ai dit, écoute, on avait bu un coup de trop, et lui et moi, donc qu'est-ce que tu me conseilles? Et à ce moment-là, Pierre Nora ne me dit pas que Floriana Lebovici, qui était rue des Beaux-Arts, pas très loin d'ici non plus, était l'une de ses petites amies, mais il me dit, elle vient de créer une maison d'édition qui s'appelle Champ Libre, et peut-être tu peux t'entendre avec eux parce que son mari est un prostitut transi. Alors, je vais chez Champ Libre, rue des Beaux-Arts, j'apporte le livre que j'avais publié à Hong Kong, qui avait scellé mon amitié avec Pierre Hickmans, qui était la version française et la version anglaise, publiée littéralement en 3 semaines, chaque édition, de son très très beau livre sur Su Zhenshan, peintre rebelle et fou, qui est un livre excellent qui lui a valu le prix Stanislas Julien de l'Académie française. Et donc j'apporte le livre comme carte de visite de Pierre, Su Zhenshan, et les 2 premiers chapitres. Alors, Lebovici, dont je ne savais pas qu'il est... Enfin, on m'avait dit, mais enfin, je n'étais pas très au courant, qu'il était un amoureux transi destitué, signe tout de suite le contrat pour Pierre Hickmans. Et les éditions Champ Libre ont bien défendu ce livre, et il a été lancé, et le premier tirage a été épuisé avant qu'il y ait un premier article dans la presse parisienne, parce que c'était un ouvrage qui était quand même tout à fait à contre-pied, à contre-courant des modes parisiennes, où toute la France à l'époque était maoïste, hein, c'était quelque chose d'extravagant. Donc on était en 1971, et le livre va paraître en septembre 71, pratiquement le jour où Lin Piao est abattu. Et
Donc à ce moment-là, une étape importante, un tournant de la révolution culturelle. Donc tu as une falaise du système académique français en face de toi. Ah oui, tout à fait. Est-ce qu'il y avait quelques infiltrés quand même? Est-ce que tu avais des alliés dans la place, ou est-ce que c'était un monolithe qui t'était hostile? Non, c'était un monolithe, et les élèves avaient intérêt à se bien tenir s'ils voulaient devenir assistants en fac ou récupérer un poste au CNRS. Alors quels étaient tes meilleurs ennemis à cette époque-là? J'en ai beaucoup parlé dans différents papiers parce que je suis un peu rancunier. Donc, celui qui était en tête de liste était bien sûr Léon van der Merch, qui était lui aussi... Qui est un très grand savant pourtant. Non, je ne partage pas cette opinion. Je pense au contraire que ce n'est pas du tout quelqu'un de très sérieux. Mais il voulait le poste qui avait été promis à Pierre Ryckmans par Jacques Gernet. Et donc, il a mené une cabale extraordinaire pour que Gernet, qui avait invité Pierre Ryckmans à devenir maître de conférence à Paris 7, n'ait pas le poste et que la commission concernée de Paris 7 l'éjecte. Donc les gens qui étaient hostiles à la candidature, à ce que Pierre Ryckmans obtienne un poste à Paris 7, c'était van der Merch, Jean Chénaud, bien sûr, j'ai déjà parlé tout à l'heure, également catholique maoïste, un enfant de cœur plus jeune qui était Jean-Luc Doménac. Et puis le quatrième, c'était Hervouette, qui était lui aussi un ancien jésuite, mais moins strident dans son maoïsme. Mais ils ont expliqué à Gernet que s'ils avaient pu lui pardonner le recrutement de Viennet au CNRS, ils ne lui pardonneraient absolument pas le recrutement de Simon Lès, qui était quelqu'un de beaucoup plus dangereux que Viennet. Donc, Pierre n'a pas été recruté au CNRS et il a été exilé toute sa vie en Australie. Il n'a jamais pu enseigner en France. Aucune université française, peut-être Nanterre pendant 2 ou 3 semaines, n'a osé l'inviter. Et aucun des sinologues français les plus réputés n'a, à l'époque où Pierre n'était pas la gloire mondiale littéraire qui a été la sienne par la suite. Donc, grosso modo, à partir de 1983, l'émission que Pierre Bonsen et Bernard Pivot avaient organisée face à Maciocchi, Pierre n'a jamais été invité à donner le moindre cours, alors que, sincèrement, c'est un savant exceptionnel. Est-ce qu'il y a un seul de tes grands amis qui ait survécu à tes gémonies? Est-ce qu'il en reste? Bon, c'est pas moi qui les ai tous tués. Mais je veux dire qu'en plus, ça fait peut-être partie également des questions que tu voulais me poser, je dois remercier un peu tous ces gens que je n'aime pas beaucoup, que je considère comme des crapules, parce que c'est grâce à eux que j'ai pu rebondir dans des choses diverses et variées. Bon, eh bien écoute, ça tombe très bien. Pourquoi Taïwan? Alors, on fait l'impasse là sur 10 ans de bibliothèque asiatique, la publication d'une 60aine de livres. Alors si tu veux, on reprend 9 ans en arrière par rapport aux 10 ans du saut, si tu veux. Non. Alors, je continue dans un donjon à Jussieu, dans la tour centrale, en étant fâché bien sûr avec Gernet qui avait cédé aux pressions de van der Merch, Chénaud, Hervouette et Doménac. Est-ce que tu veux à Gernet simplement parce qu'il a manqué de courage, ou est-ce que tu trouves qu'il y a des limites dans sa science? Non. Gernet est un très grand savant. C'est quelqu'un d'extrêmement sérieux qui avait le plus profond mépris pour van der Merch. Qui était quelqu'un de très honorable, mais qui a eu peur quand il y a eu cette cabale où ils l'ont menacé de lui téléphoner tous les jours à minuit. Le fait que tu menaces de l'appeler lui tous les jours à minuit n'a pas suffi pour rétablir... Mes relations avec Gernet n'étaient pas des relations à ce niveau, c'est des relations extrêmement amicales. Et d'ailleurs, quand il m'a expliqué que Ryckmans devait rester en Australie pour le restant de ses jours, il m'a dit, écoute, tu renonces à la bibliothèque asiatique, 2, tu finis ta thèse. 3, tu fais le tour du monde. Et puis dans 2 ans, tu reviens et tu prends une direction d'études aux hautes études et tu auras oublié tout ça. Alors bien évidemment, je n'ai pas accepté le deal. J'ai fait le scandale au moment du congrès des orientalistes qui a ruiné la carrière de Chénaud, qui l'a ridiculisé d'une manière totale. Et j'ai poursuivi mon activité
s'en désemparer, comme si de rien n'était. C'est-à-dire que j'ai enfin fait mes films. Alors, les films que j'ai faits, c'était quoi? C'était en 1960, donc je répète, 69, je découvre le cinéma chinois, je tombe amoureux des films de KPDP, des films de Kung Fu, mais également des vieux films chinois très anciens que personne ne connaissait en Europe. Et j'en ramène 300. Là-dessus, un de ces films, qui s'appelait Tang Shou Tai Chuan Dao, c'est-à-dire Crush Karaté, une mauvaise traduction que proposait le producteur du film, était idéal pour être détourné. Or, c'était mon rêve. Ça faisait 10 ans que j'attendais, comme tout le monde, comme vous tous, de détourner un film. Parce que je ne doute pas que vous tous, quand vous regardez des nanars à la télévision ou au cinéma, et que les dialogues sont ineptes, et que les décors peuvent être amusants, mais que ce que disent les comédiens ne présente pas le moindre intérêt, vous ne rêvez qu'une chose, c'est de couper le son et de rajouter vos propres paroles à l'intérieur. Donc, ce goût violent que j'avais pour détourner des films, avec ce film de Hong Kong, Crush Karaté, en 1973, je le fais. Alors, j'avais lancé d'abord à Paris 2 films qui avait été traduit de manière banale, Châtier, que j'avais traduit par Du sang chez les taoïstes, et un autre film d'après un scénario de Sima Zhongyuan qui s'appelait Lu Ke Dao Ke, et que j'ai traduit banalement comme Les Félons de Han Zhai. Le succès au quartier latin de ces 2 films, traduits d'une manière tout à fait ordinaire, m'a permis de proposer aux propriétaires de la salle qui s'appelait à l'époque Les Grands Augustins, le premier film véritablement détourné de l'histoire du cinéma, qui s'est appelé La dialectique peut casser des briques. Alors, ce film a été fait en une après-midi, 417 sous-titres, c'est facile. J'ai appris à me servir d'une table de montage dans le 17e arrondissement, chez un monsieur très sympathique qui s'appelait Claudio Ventura. Et j'ai, disons 2 après-midi au maximum, inventé 417 sous-titres dans lesquels les acteurs chinois, coréens du film se moquaient de la classe politique française, se moquaient des trotskistes, se moquaient des maoïstes, des guévaristes, etc. Donc le film a fait rigoler 30 000 personnes au quartier latin. Ça m'a permis d'en faire un deuxième. Comme vous devinez, il fallait monter en puissance. Qu'est-ce qu'on peut faire après avoir détourné un nanar hongkongais? C'est d'aller chercher un film porno au Japon et d'en faire un film encore plus porno. Donc je l'ai appelé Une petite culotte pour l'été, et c'est devenu un brûlot beaucoup plus théorique et beaucoup plus articulé que La dialectique peut casser des briques. Et ce film a sauvé le cinéma Galande qui était en ruine. Il y avait tous les jours 300 personnes qui faisaient la queue pour rentrer. Le nombre de séances avait été augmenté de 2 séances par jour. Enfin, ça a été un gros succès. Et ce succès de ces 2 films détournés, qui ne m'avaient pas pris beaucoup de temps, c'était 2 après-midi pour le premier et moins d'1 semaine pour le second, ça m'a permis de trouver ma productrice pour faire mes 2 films sur la Chine. Donc vous avez vu la bande-annonce tout à l'heure de Chinois, encore un effort pour être révolutionnaire. J'en ai fait un autre parce que je me doutais que celui-là n'allait pas rapporter beaucoup d'argent à ma productrice, qui était charmante. Et je lui ai donc proposé de faire un film pour le jour où Mao allait mourir. On était en 73-74. Et à cette époque-là, personne en France n'imaginait que Mao puisse mourir. C'était un dieu. Un dieu est immortel. Donc le jour où Mao est mort, j'ai été à la porte d'Antenne 2 avec ma productrice, avec ma bobine 16 mm du film sur Mao par lui-même. Et on a dit, on a un film pour la soirée nécrologique funéraire de Mao ce soir. Et ils ont dit, donnez-nous quelques photos, on cherche des photos. Et alors, Antenne 2 n'avait pas de nécrologie, n'avait pas la moindre photo, n'avait pas le moindre dossier sur la mort de Mao. On a été reçu par, je crois, Bortoli, un journaliste assez célèbre à l'époque, qui a eu la gentillesse de nous écouter et enfin de regarder le film, qui a appelé immédiatement Cavada et qui lui a dit, on a le film pour ce soir, on fait 100% de l'audience, film sonorisé, des documents très rares, c'est parfait. Donc, j'ai fait la connaissance de Cavada, qui m'a dit, au fait, si ça vous arrange, si vous avez le temps, vous n'êtes pas obligé, mais venez participer au débat. Alors, bien évidemment, l'après-midi, j'avais une cravate et un attaché-caisse pour avoir l'air convenable et présentable à Antenne 2. Je n'avais jamais mis de cravate avant, mais enfin, j'en avais mis une là pour l'occasion, ou presque.
Et j'ai donc accepté avec plaisir l'offre de Cavada d'être au débat le soir. Quand je me suis présenté en fin d'après-midi pour le débat à la télévision, vous avez vu sur l'écran tout à l'heure, il y avait Perfit, il y avait le général Guillermaz, et il y avait trois staliniens maoïstes épouvantables, Maciocchi, Ivens et Loridan. Alors, Perfit a dit à Cavada, vous êtes complètement fou d'inviter ce mec, il va me pisser dessus. Alors, Cavada s'est tourné vers ma productrice et a dit, expliquez à votre ami que s'il fait pipi sur le ministre, on ne vous paye pas. Donc, ma productrice l'a dit, René, tu es très gentil, tu ne fais pas pipi sur le ministre, tu ne dis pas de gros mots, tu fais ce qu'il faut pour qu'on puisse repartir avec le chèque. Alors, c'est pour ça que je me suis tenu très sage pendant une partie du débat qui a suivi la projection du film, jusqu'au moment où je ne sais plus si c'est Maciocchi ou Loridan qui me pousse au crime et qui dit « citez un seul prisonnier politique en Chine ». Vous vous rendez compte ? En 1976, des vieilles staliniennes comme elle me demandant si on pouvait citer un seul prisonnier politique en Chine. Donc bien évidemment, j'avais 3 amis qui étaient en prison, Li Zhengtian et ses 2 copains, qui sous le titre Li Yizhe avaient mis des Dazepao sur les murs de Canton. Dazepao avec l'aide de Chen Xinghao, qui n'est pas là ce soir malheureusement, nous avons retranscrit, imprimé en chinois, publié à Hong Kong, et publié en français sous le titre « Chinois si vous saviez ». Et donc, la mort de Mao, le 9 septembre 1976, si ce n'était pas le soir du 9, c'était le lendemain, le 10, a permis, le jour après avoir montré le film Mao par lui-même, qui était un film comestible pour la télévision, je le répète, j'avais fait un film de 2 heures, violent, déjanté, pour raconter l'histoire de la révolution culturelle, et expliquer que ce n'était pas une révolution, que ce n'était pas culturel, etc. Le film Mao par lui-même, je m'étais caché derrière Mao, c'était vraiment Mao qui causait, il n'y avait que des citations de Mao sur des images rares de Mao et de la Chine. Donc le film était comestible par la télévision, a été acheté par Antenne 2, et c'est la raison pour laquelle je me suis retrouvé. Mais alors là, j'avais quitté mon attaché-caisse et mon costume cravate pour mes vêtements usuels, c'est-à-dire une chemise rouge. Et c'est ce que vous avez vu tout à l'heure sur l'écran. Donc, on a lancé le jour de la mort de Mao 3 dissidents qui étaient non pas condamnés à mort, mais qui allaient l'être. Et ces 3 dissidents ont eu la vie sauve, parce que ça a quand même marqué l'imagination, y compris des diplomates chinois à Paris qui ont fait savoir que ça. Alors, ils sont pas été sortis de prison, bien évidemment, aussitôt. Le jour de la mort de Mao, on n'était pas 3 mois après. Madame Mao n'avait pas encore été arrêtée. La bande des 4 n'avait pas encore été arrêtée. Néanmoins, en 1979, donc 3 ans après, le gouverneur du Guangdong apprend qu'il vient de sortir de prison. Il a passé 16 ans en prison. Et dans des conditions même pires que la prison, soumis à des brutalités de garde rouge, apprend qu'il y a 3 gosses, une vingtaine d'années, qui sont dans une prison de Canton pour avoir dit du mal de Lin Piao et de Madame Mao. Alors, il les invite et les libère. Alors, le gouverneur de l'époque s'appelle Xi Zhongxun, c'est le papa de Xi Jinping. Donc, à l'époque, Xi Zhongxun, c'était quand même après 16 ans de prison, le retour de Deng Xiaoping au pouvoir, c'était vraiment un des poids lourds du régime. Et c'est lui qui est chargé de créer la ville de Shenzhen, qui à l'époque n'existait pas. Shenzhen, c'était des rizières. Donc ça va devenir le quartier général de la technologie de pointe chinoise. Et Xi Zhongxun, comme vous le savez, a vraiment modernisé le Guangdong de manière considérable. Est-ce qu'il a eu une influence durable sur son rejeton Xi Jinping ? Je n'ose pas le dire. Mais je vous laisse penser ce que j'en pense. Son rejeton a dû le renier pendant la révolution culturelle, plusieurs fois. Alors, donc, Li Zhengtian sort de prison avec ses 2 copains et les services de Xi Zhongxun sont suffisamment organisés pour savoir qu'ils ont fait l'objet d'une émission à la télévision française et que l'un des 2 assistants du réalisateur se trouve à Pékin comme journaliste de l'AFP. C'est Francis Deron. Francis Deron, tout à l'heure, vous avez vu dans le générique du film, il y a mes 2 assistants ont le visage oblitéré
l'un avec du papier chocolat sur aluminium sur la tête, parce qu'il était chinois, il avait un passeport chinois, il ne pouvait pas dévoiler son nom. Et l'autre, c'était Francis Deron, qui, à la veille du Festival de Cannes, est recruté par l'AFP. François Feiteux, qui était le patron des services étrangers de l'AFP, me téléphone un jour en me disant « Est-ce que vous voulez devenir correspondant de l'AFP à Pékin ?» Alors j'ai écouté, c'est gentil d'avoir pensé à moi, mais j'ai d'autres projets, je vais m'installer à Taïwan. Par contre, à côté de moi, là, il y a quelqu'un qui sait servir d'un téléx, qui parle anglais et chinois, et recevez-le, vous allez recruter. Donc, on est passé de la rue Mandar dans les Halles, en face le rocher de Cancale. Francis est allé à Place de la Bourse voir Feiteux, qui l'a recruté quasiment immédiatement pour devenir correspondant de l'AFP à Pékin, adjoint d'un autre journaliste qui s'appelait Bianic, avec qui il s'est très bien entendu. Donc, Francis étant à Pékin, Xi Jinping le fait venir photographier les 3 jeunes garnements, anciens gardes rouges, libérés. C'est un crève-cœur, mais ce que je propose, si tu en es d'accord, c'est que plutôt que de continuer de façon linéaire, on ouvre les débats tout de suite pour que nous ayons plus de chances de contestation, parce que je trouve que entre Nicolas et moi, nous sommes trop d'accord avec toi, c'est ennuyeux. Je suis d'accord comme toujours avec vous, l'un et l'autre. Simplement, tout en n'ayant pas l'espoir qu'il serait fou de dire et d'expliquer trop de choses, il y a quand même un point, c'est que pourquoi est-ce qu'après Chinois encore un effort, je n'ai pas poursuivi mon effort pour faire des films. Alors bien évidemment, Mao par lui-même avait été un succès à la télé, 100% de l'audience ce soir-là. Par contre, Chinois encore un effort n'a pas été un succès commercial. Ma référence était Amin Dada, 300 000 entrées, on a fait 30 000 entrées, c'est-à-dire comme la dialectique. Donc je n'ai pas eu de producteur pour continuer à faire des films, et j'ai toujours été frustré par la suite dans le fait que je ne faisais pas de films. Mais mon soulagement a été de découvrir en 2007 un cinéaste chinois extraordinairement sympathique, et je donne son nom maintenant parce que je ne peux pas être en face de vous ce soir sans lui rendre hommage. C'est Routier, qui est un cinéaste chinois extraordinaire. C'est le patriarche du cinéma documentaire indépendant, et c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Alors écoute, je pose la première question de l'assistance. Peux-tu nous dire qui est Roudier en 3 phrases? Alors, c'est un jeune prolo chinois qui travaille dans un atelier de l'armée de l'air chinoise, et les pièces détachées arrivent dans des boîtes en contreplaqué. Il reçoit des plaques de contreplaqué. L'idée lui vient de creuser les plaques de contreplaqué, de faire de la gravure. Et ces gravures sont exceptionnelles. On en a montré 120 à la mairie du 5e il y a quelques semaines. On a fait d'autres expositions avant. On va continuer à faire des expositions. C'est un extraordinaire graveur. Et il a également fait des films. Et c'est lui qui a fait le film dont vous avez tous entendu parler, Ne pleurez pas sur mon cadavre, qui raconte le premier meurtre de la révolution culturelle. C'est-à-dire comment des lycéennes de 16 ans, dans le meilleur lycée de filles de Pékin, où il n'y avait que des filles, des grands dirigeants du régime, vont pendant une journée entière torturer à coups de boucles de ceinturon, de planches cloutées, de merde d'étron dans la bouche et le gosier de leur proviseur, vont tuer en 8 heures cette dame proviseur, et le soir appeler son mari en lui disant « Viens chercher le cadavre de ta salope de femme dans les poubelles de l'établissement ». Donc la fille de Liu Shaoqi, Song Pingping, la fille de Song Zhenxiang, enfin les fillettes à pédigré de Pékin tuent leur proviseur ce jour-là, sur ordre de Madame Mao, et rentrent le soir à la maison. Donc vous imaginez comment Liu Shaoqi a accueilli sa fille lorsqu'elle lui a expliqué qu'elle venait de tuer la proviseure de son bureau. Alors, ça, c'est un résumé très, très condensé du... C'est très bien. Il y a 30 films. Il y a 30 films et de le ce niveau. sujet est revenu lors de la nécrographie de Song Pingping. C'était la garde rouge qui a mis le brassard au bras de Mao, et qui était une des jeunes filles qui avait tué la proviseure, et qui était elle-même la fille d'un général. D'un des 8 immortels du régime. Alors, Routier vient en France une fois tous les 2 ans. Donc j'espère que la prochaine fois, on l'invitera ici. Il est le bienvenu dans cette maison. Surtout, dire mille merci à René d'avoir accepté de jouer le jeu, d'avoir ouvert son cœur et son esprit
aussi publiquement qu'il l'a fait ce soir, dans cette maison qui est la sienne. Donc vraiment, René, un très très grand merci à toi. Je remercie Philippe et Nicolas de vous avoir invité et vous-même d'être présents ce soir. Alors, je le répète, on vous enverra des liens web